Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Pensez également à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire un petit don via le lien dans la description. Mais le minimum que vous puissiez faire, c'est de regarder cette émission, de liker, de partager et de commenter. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invité du jour, l'ambassadeur Alistair Crooke. L'ambassadeur Crooke est un ancien diplomate britannique avec des décennies d'expérience dans les affaires internationales et la médiation de conflits. Il est le fondateur et directeur de Conflicts Forum, une organisation dédiée à repenser la politique étrangère occidentale en Asie de l'Ouest. Ambassadeur Crooke, bienvenue dans India and Global Left. J'attendais vraiment avec impatience de réaliser cette interview. Merci beaucoup. S'il vous plaît, ne m'appelez pas ambassadeur. Je ne suis plus l'envoyé de qui que ce soit. Je ne suis qu'un simple citoyen. Donc, cela semble un peu exagéré de m'appeler ambassadeur. Quoi qu'il en soit, c'est un plaisir d'être ici avec vous. Bien sûr, oui, cela a du sens. Je voulais commencer par les négociations diplomatiques en cours avec la Russie, et ma question précise pour vous est la suivante. Il semble y avoir deux opinions sur ces négociations. L'une d'elles, pour simplifier, est une lecture optimiste. Et l'argument est que, étant donné que la politique étrangère occidentale envers la Russie est principalement contrôlée par Washington, et qu'il semble y avoir un changement là-bas, on peut s'attendre à quelque chose de positif de ces négociations. Voilà pour un côté. L'autre côté, diamétralement opposé, est plutôt pessimiste. Il est dit que sur les deux questions clés, les arrangements de sécurité en Eurasie et la question territoriale, il subsiste d'importantes divergences entre les deux parties. La Russie est très claire. En ce qui concerne les arrangements de sécurité, ils doivent inclure la Russie et la Chine aux côtés de l'Occident, ce que l'Ukraine a toujours refusé. Et sur la question territoriale, la Russie affirme qu'au minimum, l'Ukraine devrait céder Donetsk et Luhansk, avec un gel possible des positions à Zaporizhia et Kherson, tandis que l'Ukraine et l'Europe s'y opposent. Quelle est votre analyse de ces négociations? Combien de temps pensez-vous que ce conflit va durer? Eh bien, ma lecture est assez différente de celle que vous venez de présenter. Et vous savez, je pense qu'il y a toujours ce qu'on pourrait appeler la politique intérieure et la politique extérieure. Et je pense que même si cela est souvent formulé sous des formes stratégiques et rationnelles, de plus en plus, et je dis cela parce que vous savez, j'ai servi dans de nombreux endroits, je ne suis pas sûr qu'elle soit adéquate, certainement pas suffisante pour comprendre par exemple un pays comme Israël aujourd'hui, car il n'est plus, vous savez, réceptif à cette approche rationnelle, en grande partie laïque, de la politique. Nous sommes confrontés à quelque chose d'essentiellement eschatologique. Et il y a aussi un certain degré d'eschatologie aux États-Unis. Donc je veux dire, il faut être très prudent. Donc ce que je dirais, c'est, que se passe-t-il avec les discussions avec la Russie? Il faut le comprendre. Il y a deux dimensions dont on parle à peine. Vous n'avez mentionné aucun de ces deux sujets qui me semblent pourtant vraiment cruciaux. Tout d'abord, pourquoi Trump est-il allé en Alaska? Je pense qu'une des principales raisons, c'est que Trump subit une énorme pression en interne. Il y a le scandale Epstein qui est toujours en cours et ne disparaît pas. Cela le frustre énormément. Même la semaine dernière, la situation s'est aggravée pour lui parce que la semaine précédente, un livre est sorti en Grande-Bretagne sur le prince Andrew. Et bien sûr, il a établi un lien pas d'une manière illégale, mais il a associé Trump et Epstein comme amis dans ce contexte, comme des amis constants. Ils ont été amis.
Ils sont amis depuis au moins 10 ans. Ils habitaient à 2 kilomètres l'un de l'autre en Floride, donc ils se voyaient tout le temps. Meilleurs amis, vraiment inséparables. Donc c'est un vrai problème pour lui avec sa base MAGA. La base MAGA, ils peuvent tolérer beaucoup de choses. Ils savent que les politiciens mentent. Ils savent que les politiciens vont faire des compromis, dire des choses qu'ils n'ont pas l'intention de faire. Ils savent qu'ils volent et vraiment qu'ils s'enrichissent eux-mêmes et ils peuvent supporter ça. Mais agresser de jeunes enfants, vous savez, c'est une communauté composée en grande partie de pratiquants et de conservateurs. Je veux dire, des valeurs familiales conservatrices. Pour beaucoup de membres de la base MAGA, c'est tout simplement inacceptable. Donc, vous savez, l'affaire Epstein n'est pas quelque chose dont on peut simplement se détourner en disant que c'est juste la politique habituelle de la corruption américaine. Non, il s'agit d'un autre type de corruption. Voilà donc l'une des pressions. La deuxième pression, c'est que sa coalition, dès le départ, il a remporté l'élection, parce qu'il s'agit d'une coalition de partisans d'Israël, et plus important encore que les partisans d'Israël, peut-être, ce sont les oligarques israéliens ou juifs qui lui ont fait d'importants dons, comme la famille Adelson, et ainsi de suite. C'est l'autre aspect. Et lui-même est essentiellement un fervent soutien d'Israël, de par ses liens familiaux et tout cela. Il y a donc ces deux factions légèrement inconciliables au sein de son parti. Et puis, par-dessus tout cela, maintenant, n'entrons pas trop dans ce qu'est l'état profond, car c'est une chose complexe et en quelque sorte mouvante. Mais si vous voulez, si vous l'appelez les structures de sécurité permanentes des États-Unis, elles possèdent des architectures très très profondes. Et certaines de ces architectures sont des choses qu'ils n'aiment pas voir remises en question. Même les candidats à la présidence ne peuvent pas toucher, par exemple, à l'un des fondements, le soutien bipartisan à Israël, le soutien à Israël venant des deux partis. Et Trump a dans une certaine mesure rompu avec cela. Mais les membres de l'État profond ont une très très longue histoire avec la Russie. Beaucoup d'entre eux sont russophobes. Beaucoup de néoconservateurs étaient à l'origine des trotskistes et gardent des rancunes liées à ce qui s'est passé avec Staline, ou même des rancunes remontant à la formation de la zone de résidence sous Catherine, à cette époque-là. Il y a donc une dynamique très forte. Maintenant, ils répètent la même chose depuis tant d'années. Ils disent, vous savez, l'OTAN est forte, la Russie est faible. L'OTAN est forte, la Russie est faible. Ils continuent à le dire, encore et encore, et certains d'entre eux ont fini par le croire eux-mêmes sans vraiment comprendre que cela ne reflète pas la réalité d'aujourd'hui. Mais c'est devenu tellement ancré dans cette sorte d'architecture profonde de nombreux Américains qu'ils ne peuvent pas s'en détacher. Nous l'avons vu avec Trump et son conseiller, le général Kellogg, typique de ce genre de structure. Non, il doit y avoir un cessez-le-feu. La seule chose à faire avec la Russie, c'est plus de pression. Toujours plus de pression. Et alors Poutine, qui est faible, finira par concéder une défaite de la Russie face à l'Amérique, et l'Amérique l'emportera à la fin. Donc, toutes ces pressions pèsent sur Trump. Mais je pense que la principale était, et cela vient de quelqu'un qui a parlé à certains des proches de la Maison-Blanche, il a écrit 4 livres sur Trump. Je parle de Michael Wolff. Il disait que la semaine précédente, il avait parlé à certains de ses contacts. Je veux dire, vous savez, Trump ne l'apprécie pas particulièrement, il ne lui parle pas directement. Mais cet homme parle à beaucoup de gens autour de Trump. Et les gens là-bas disaient que Trump demandait « Comment puis-je m'en sortir ? Comment puis-je m'en sortir à partir de tel moment ?» Ça ne s'apaise tout simplement pas. Et ça ne s'arrête pas, ça continue encore et encore. Et comment puis-je m'en sortir face au Sénat qui me met la pression
pour imposer des sanctions à la Russie, à l'Inde et à la Chine. Comment puis-je me sortir de tout ça? Et il a dit à l'équipe, je veux une grande idée, une idée forte. Je veux quelque chose de marquant, qui fasse la une, quelque chose d'énorme qui attire l'attention de tout le monde. La une. Et ils ont d'abord proposé de déployer l'armée à Washington. Eh bien, cela s'est produit, mais ça n'a pas vraiment, vous savez, bouleversé le monde. Mais à un moment donné, et il y avait déjà des discussions en cours via la Biélorussie avec les Russes, mais à un moment il a dit à Witkoff, va en Russie et demande une rencontre. Et pour être très clair, ce n'est pas Poutine qui a demandé cette rencontre. C'est Trump et Witkoff qui ont demandé la réunion. Et voici le titre, Trump avec Poutine et sur le sol américain. Je veux dire, vous savez, le plan X est oublié pour le moment. Le Sénat avait été empêché d'imposer des sanctions à la Russie parce que ces sanctions étaient destinées à empêcher, c'était une manœuvre. Ces sanctions visaient à empêcher toute normalisation. Parce que nous savons tous que les sanctions américaines ne disparaissent jamais. Elles restent pour toujours. Ce sont des sanctions éternelles. Donc imposer toutes ces sanctions supplémentaires faisait partie d'une tentative de prendre le contrôle du Parti républicain ou de réduire l'influence de Trump sur le Parti républicain, de la part de l'ancienne élite du parti, les républicains durs, McConnell et Lindsey Graham, des gens comme ça. Et donc il y est allé. Mais ce que l'on oublie souvent dans tout cela, c'est que ce qui fait réellement n'est pas tant un revirement de politique étrangère. Ce n'est pas un revirement de Trump. Trump, pour être clair, rien n'a changé. Trump est pro-israélien. Trump croit en l'hégémonie américaine. Même si aujourd'hui il s'agit davantage d'une hégémonie financière basée sur le dollar que d'une hégémonie purement militaire. Il y croit et il pense que c'est vital et nécessaire. Mais il devait sauver sa base. Il s'agit essentiellement de sauver sa base, l'équipe MAGA, parce qu'il commençait à dire « écoutez, écoutez ». Vous savez, on pensait que Trump était l'un des nôtres. On pensait qu'il était avec nous. Je pensais qu'il était MAGA, qui comprenait le MAGA. Maintenant, on se demande s'il fait partie des autres. Vous savez, est-ce qu'il est là-bas? Et s'ils lui sont vraiment fidèles, et aussi à cause de son soutien à Netanyahou et à Israël, il a totalement échoué. Je veux dire, il est piégé sur la question d'Israël. Il fait ce qu'on lui dit de faire concernant Israël. Et à bien des égards, il a beaucoup moins de marge de manœuvre que toutes ces analyses stratégiques ne le supposent, que Trump aurait l'autonomie d'agir politiquement. Ce n'est pas le cas, pas plus qu'aucun premier ministre ou président n'a vraiment autant d'autonomie. C'est, vous savez, en quelque sorte un mythe. Donc il doit s'occuper de la base MAGA, parce qu'il n'y a pas que la base MAGA, ce sont aussi les jeunes Américains en général. Vous savez les images qui viennent de Gaza, des enfants morts, des enfants affamés. Je veux dire, cela a vraiment été le cas pour beaucoup de jeunes. Je parle de leur tranche d'âge jusqu'à environ 35 ans. Les plus de 50 ans restent encore bloqués sur le film Exodus et, vous savez, restent pro-israéliens. Mais les plus jeunes ont vu ces images et ils n'aiment pas ça non plus. Et vous savez, ils disent, eh bien, Monsieur Trump, n'était-ce pas censé être America First? Ou alors sommes-nous maintenant Israel First? Lequel est-ce? Donc, il y a du travail à faire au niveau de la politique intérieure. Laissons pour l'instant de côté la grande image des intérêts stratégiques, de l'état profond et la nature de tout cela, même si j'y reviendrai. Donc, il y est allé, selon moi, essentiellement pour essayer de gérer cela, pour faire un gros titre, une distraction autant qu'autre chose. Mais ce qu'il a fait là-bas a été vraiment significatif à mon avis, très significatif. Ce n'était pas un plan de paix. Ce n'était pas, vous savez, une sorte de feuille de route pour parvenir à la paix ou quoi que ce soit de ce genre. C'était une construction intellectuelle très simple.
dans laquelle il a opéré trois changements importants. Il a dit tout d'abord que le conflit gelé de Kellogg, ce n'est plus fini, terminé, conflit gelé, c'est fini. Nous allons passer à la proposition de paix de Poutine. Et nous allons oublier les sanctions, les tarifs douaniers, du moins pour l'instant. Voilà, c'était un vrai changement de cap, si vous voulez. En un sens, c'était un changement inévitable, parce que ce qu'il disait, c'est que vous savez, Poutine il va amener les Européens, et il va amener tout le monde, à devoir accepter l'issue d'une solution politique imposée. La vérité, c'est qu'il n'y a vraiment rien d'autre. Je veux dire, malgré tout ce que les Européens peuvent dire, ils n'ont pas d'autre solution que de poursuivre la guerre, de la geler et de continuer avec plus d'armes. Ce n'est pas du tout une solution. Donc c'était un changement. Mais la deuxième chose, et c'était encore une fois très important, c'était le symbole. Je veux dire, combien de fois avez-vous vu Trump accueillir quelqu'un sur le tarmac à la descente de l'avion, sur un tapis rouge, et ils se sont salués de manière très amicale, respectueuse et courtoise. Leur langage corporel était très positif. Et c'était une image qu'on ne peut pas sous-estimer, négliger ou effacer. C'est là. Et cela brise le cordon sanitaire que l'Occident, en particulier les Européens, ont imposé toutes ces années à la Russie. La Russie n'était pas considérée comme un État stratégique sérieux, c'était une opération criminelle, peu importe ce qu'on voulait en dire. Mais, je veux dire, le langage utilisé a vraiment été assez répugnant. Et vous savez, à chaque fois que la Russie apparaît, au G7, au G20 ou autre, tous les Européens se lèvent et, avec une certaine vertu, font un point d'honneur à partir et à ne jamais serrer la main de Lavrov ou quelque chose du genre. Je veux dire, c'est vraiment puéril, mais c'est fini. Et c'est Trump qui a mis fin. C'est ainsi qu'il a procédé. J'irai même plus loin en disant que ce qui m'a aussi frappé, j'en ai parlé sur mon Substack, c'est une sorte de qualité. Une qualité de, vous savez, que Trump est devenu en un sens une sorte de personnage mythique. Il est devenu plus grand que nature. On lui a tout lancé, et pourtant il s'en sort et continue d'avancer vers son destin, quel qu'il soit, tragique ou non. Mais, vous savez, il est devenu, et Witkoff y fait souvent référence dans son travail, vous savez, Trump a cette conviction profonde qu'il a vraiment un impact sur les gens. Il peut amener les gens à faire des choses simplement par sa présence imposante. Pas par la pression, mais par sa présence et une sorte de force intérieure. Enfin, pas de la maîtrise de soi, il n'a pas ça, mais une sorte de force intérieure. Il peut amener les gens à faire cela. Mais ce qui était vraiment frappant, et encore une fois, comme je le dis, le symbolisme, le deuxième aspect qui est inoubliable et dont on parlera encore pendant des années, c'était l'image du traitement réservé aux Européens. On voyait tout le panthéon des dirigeants européens assis dehors, dans le couloir, sur leurs petites chaises, comme ça, attendant que le directeur les laisse entrer pendant qu'il passait un coup de fil. Et puis, une fois à l'intérieur, il les a vraiment traités comme des enfants. C'était la fin de la prétention de l'Europe, celle d'être une sorte de grand acteur politique sur la scène internationale. Ils sont ressortis comme de simples vassaux de la Maison-Blanche, recevant leurs instructions, assis dans un couloir. D'accord, vous pouvez entrer maintenant, vous sortez maintenant, vous pouvez gérer ça. Mais comparez cela, quand vous retournerez en Alaska, regardez à nouveau la vidéo. Qui avait une présence dominante? Qui avait de la prestance? Qui avait de la présence à Adélaïde? Plus que quiconque, c'était Poutine qui avait de la présence. Et c'était vraiment frappant. Je veux dire, pensez aux Européens le lendemain. Mais qui a mené la conférence de presse? Ce n'était pas Trump, comme il l'aurait normalement fait. C'était Poutine, et il l'a fait avec sang-froid. Il a agi d'une manière calme et autoritaire.
Les effets de cela vont se répercuter dans la politique de façon invisible pour l'avenir. Voici ce qui en est ressorti. La fin de cette idée de geler et faire pression qui venait du général Kellogg, et l'idée que Moscou, ce qui conviendrait d'ailleurs aux intérêts de Washington, laisse la Russie imposer l'issue par des moyens militaires, puis qu'ils devront négocier et trouver un règlement final. Et cela se fera probablement sur la base de la déclaration d'Istanbul d'avril 2022. C'était en quelque sorte un précurseur. La déclaration d'Istanbul, qui constituait, si l'on veut, une base possible pour un accord politique entre l'Ukraine et la Russie, et qui abordait des questions comme les garanties de sécurité et tous ces aspects. Mais je ne pense pas que cela ait été discuté. En fait, je suis presque certain que non. Vous savez, Trump n'est pas quelqu'un qui s'attarde sur les détails. Il n'aborde pas ce sujet. En fait, comme tu le sais, et comme je le sais, il ne se prépare pas pour ce genre de choses. Quelqu'un qui était présent à l'époque a dit qu'à Helsinki, lorsqu'il s'y est rendu, il a refusé de faire la moindre préparation. Il se prépare tout simplement pas. Donc toute personne qui cherche une sorte de plan directeur ou de feuille de route pour la suite et la façon dont tout cela va se développer, à mon avis, se trompe. Et tu sais, une partie de l'accord, je pense qu'une partie de l'accord était « D'accord, Monsieur Poutine, vous ramenez les Européens à la raison, vous ramenez Zelensky à la raison par la force, d'abord, pour pouvoir ensuite terminer ce qui s'est passé à Istanbul en 2022. Et moi, j'essaierai de gérer les Européens et les autres personnes qui vont m'attaquer. Et je vais le faire. Et je veux dire, je ne pense pas que ça a été dit explicitement, mais je crois que c'était assez clair. Vous savez, je suis plutôt doué pour faire du bruit. Et vous savez, je vais remplir l'espace médiatique de bruit, parfois contradictoire, parfois dans tous les sens. Une chose un jour, une autre chose un autre jour. De sorte que les Européens, vous savez, ne sachent vraiment plus ce qu'ils font et restent dans un état de confusion pendant que vous avancez sur le terrain avec Pokrovsk et l'autre, si vous voulez, ligne de front, la citadelle qui tient là-bas. Je voulais revenir sur quelque chose que vous avez dit, et je pense que c'est très important. Vous avez mentionné que tous ces analystes qui élaborent des plans partent du principe que Trump est bien plus indépendant que ce que vous suggérez. Et deux grandes forces pertinentes que vous avez évoquées sont la base MAGA, qui est agitée à la fois à cause de l'affaire Epstein et aussi par leur dégoût face à ce qui se passe en Palestine. Mais de l'autre côté, il y a tout le complexe militaro-industriel et l'État profond. Donc, compte tenu de votre expérience dans le renseignement, la sécurité, etc., pourriez-vous nous dire un peu ce que vous pensez de l'équilibre des pouvoirs entre le président des États-Unis et l'ensemble du complexe militaro-industriel et de l'appareil de renseignement? Je pose aussi cette question parce que j'ai récemment interviewé le chercheur Nikolai Petro et il a dit que le complexe militaro-industriel n'a peut-être pas nécessairement besoin d'une véritable guerre, car il a déjà obtenu des contrats jusqu'en 2029 ou 2030. Étant donné la capacité du président Trump à contraindre l'Europe à payer davantage pour le budget de l'OTAN, il pourrait être enclin à mettre fin à ce conflit. Si possible, pouvez-vous nous parler un peu de vos réflexions sur la relation entre le président des États-Unis et l'ensemble de l'appareil de l'État profond? D'accord, oui, je vous ai parlé de sa base et du fait que l'hégémonie financière devient de plus en plus importante. La situation budgétaire des États-Unis est littéralement au bord du gouffre et la question de la dette devient vraiment très proche d'un problème. Et il a créé une énorme sorte de bulle sur le marché, cette bulle technologique, cette bulle de l'IA,
qui est largement surévalué. Et il y a maintenant de forts signes indiquant qu'on pourrait être proche d'une forme de déflation. Donc cela préoccupe aussi tous ces facteurs séparés que vous avez mentionnés. Je pense qu'il a encore un peu de marge parce que ce que j'ai appelé tout à l'heure, l'état profond est en quelque sorte divisé sur ce point. D'un côté, il y a les faucons de la Chine. Les faucons de la Chine croient très fermement. Ils ont été choqués par la rapidité avec laquelle la Chine se développe économiquement et sur le plan technologique. Ils considèrent que cette croissance a été régulière, mais ils pensent aussi qu'elle est sur le point de devenir exponentielle. On arrive juste au moment d'un décollage exponentiel, et à ce stade, il n'y aura plus grand-chose que l'Amérique pourra faire. Elle aura perdu sa primauté, elle aura perdu, si l'on veut, sa capacité de couverture. Par conséquent, ils insistent avec urgence en disant « Écoutez, si nous collaborons avec eux, nous n'avons pas l'équipement militaire. Il n'y a pas de stock d'armes militaires pour vraiment faire plus qu'un, pour se concentrer sur un seul conflit. » Et vous savez, en Ukraine, vous avez déjà perdu la guerre. Bien sûr, Kellogg ira à la télévision, et Jack Keane aussi, pour dire « Oh non, 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 la Russie est faible, elle est en train de perdre. » Mais vous savez, beaucoup d'entre eux n'y croient pas. Ils voient bien que la Russie est en train de gagner et qu'ils ont perdu la guerre. Alors ils disent « Allez, il faut qu'on se retire d'Ukraine. Trouvons une solution. Sortons de là. » Maintenant, je ne sais pas si c'est le facteur, je veux dire, je ne sais tout simplement pas qui dit ça à Trump. Mais il y a sans aucun doute des gens là-bas qui lui disent très probablement cela. Et ils disent aussi, il faut que tu te concentres sur la déstabilisation financière des BRICS. Vous avez tout cela. C'est important de le faire, d'essayer de détruire cela. Parce que la structure financière, je veux dire, nous sommes dans ce monde étrange où les tarifs douaniers, les tarifs de type choc et effroi, ont eu un effet boomerang. Cela n'a pas fonctionné, ça ne marche pas pour lui. Je veux dire, il peut dire qu'il y aura plus de tarifs, plus d'argent provenant des tarifs. Mais la réalité, c'est que seule une partie de cet argent sera réellement nouvelle. Une grande partie viendra en fait des Américains qui devront payer les nouveaux prix plus élevés parce qu'ils payent les tarifs. Donc, ça ne marche pas. Et nous l'avons constaté. Je veux dire, vous êtes en Inde, donc vous voyez particulièrement comment cela a provoqué une sorte de réaction négative. De plus, l'impact au rendement monétaire est tortant. Le marché obligataire est particulièrement délicat. Oui, le marché obligataire est très délicat parce qu'il y a eu moins de volonté d'acheter des bons du Trésor. Ils ont donc mis en place ce moyen artificiel de soutenir le Trésor afin d'essayer de permettre une baisse des taux d'intérêt. Ce sont les stablecoins, les memcoins, l'Ether, même la BRICS coin, toutes ces choses-là. Le stablecoin en particulier a suscité, vous savez, Bertrand et d'autres ont été très enthousiastes à ce sujet parce que, voyez-vous, toutes ces personnes obtiennent une monnaie numérique qui leur donne de la liberté. Et en même temps, avec une monnaie numérique, ils devaient auparavant acheter des bons du Trésor. Désormais, les détenteurs de la monnaie gardent une sorte de garantie, une liasse de bons du Trésor américain, des actions. Il s'agit davantage d'actifs financiers que de monnaie numérique. En fait, le terme monnaie numérique est quelque peu trompeur, car les gens pensent qu'il s'agit d'une alternative à la monnaie dans les échanges. Mais ce que nous constatons, c'est que ces actifs deviennent d'énormes actifs financiers, ce qui renforce également l'importance du dollar dans la mesure où ils en ont besoin, renforçant l'importance du dollar puisque tous ces actifs sont ensuite rattachés au système du dollar. Eh bien, cela a deux autres ramifications. Premièrement,
Il s'agit, je veux dire, d'une émission d'argent non réglementée, peu importe comment on l'appelle. Mais même si c'est de l'argent tokenisé, cela crée et attire de l'argent vers les États-Unis, ce qui risque d'augmenter l'inflation à long terme. Nous l'avons déjà constaté. Mais l'autre point que je voudrais soulever, c'est qu'on peut clairement voir avec ces tokens et ces stablecoins qu'ils ressemblent en réalité à une sorte de système de Ponzi. Car les gens arrivent et déposent un vrai dollar pour chaque token, et ceux qui les gèrent prennent cet argent et en tirent les intérêts en achetant des bons du trésor. Mais que se passe-t-il s'il y a un crash boursier ou quelque chose de ce genre? Et les gens commencent à avoir peur et demandent « Pouvons-nous récupérer nos dollars ?» C'est typiquement ce qui se passe. Vous savez, avec une chaîne de Ponzi, tout à coup tout le monde se demande « Sommes-nous vraiment sûrs que c'est sûr? Est-ce vraiment sûr ?» Et soudain, il y a un énorme mouvement de rachat de ces jetons contre du liquide. Ils doivent alors aller sur le marché de la dette, et commencer à vendre des obligations et des bons du trésor. Ensuite, la liquidité disparaît et vous vous retrouvez avec une grande crise financière sur les bras. Donc c'est l'autre dimension. Ce n'est pas tout à fait la même dimension que celle dont nous avons parlé plus tôt, mais c'en est une très pressante et très urgente, parce que pour Trump, la situation économique, je pense, est sa première priorité. Avant, vous savez, la politique étrangère, peut-être à égalité seulement avec l'Asie. Donc, c'est de la fragilité du système financier dont vous parliez. Je dis que tout le système financier, toute la structure financiarisée des États-Unis est extrêmement instable. Ainsi, avec la financiarisation, on a assisté à une érosion constante de l'économie réelle en Amérique, qui est devenue une économie financiarisée. Désormais, cet aspect est devenu prédominant, et c'est comme une sorte de pyramide inversée, une pyramide à l'envers, posée sur une minuscule base de valeurs réelles. Que ce soit l'or, le pétrole, ou n'importe quelle autre matière première, il y a très peu de choses pour la soutenir. Donc lorsqu'arrive le moment où tout le monde veut sortir de cette grande pyramide, il n'y a qu'une toute petite base pour finalement garantir la valeur de ce que les gens considèrent comme leurs actifs. Donc tout cela, je sais que j'y ai consacré un peu de temps, mais ces aspects ont tendance à être ignorés lorsque, vous savez, les stratèges examinent la situation et se disent « Oh, eh bien, maintenant Trump a changé d'avis, mais l'a-t-il vraiment fait? Peut-être que tout cela n'est qu'un piège qu'il tend à la Russie. » En réalité, c'est bien plus complexe. Je vois ces analyses qui affirment « Oh, il essaie habilement de piéger Poutine et d'autres. » Mais vous savez, Trump peut changer d'avis demain et faire tout autre chose. Bien sûr, il est imprévisible. Mais ce que je veux dire, c'est que, selon moi, une chose vraiment importante pour lui, c'est comment puis-je me libérer de certaines de ces pressions qui pèsent sur moi. Parce que ça le rend fou. Il est vraiment, vraiment frustré par toutes ces pressions. Donc je pense qu'il essaye de faire cela. Et d'une certaine manière, je veux dire, il peut présenter cela en disant, eh bien regardez, Poutine force les Européens à accepter la réalité. Qu'y a-t-il de mal à cela? Et cela nous permet ensuite, en quelque sorte, de faire table rase pour la Chine et de dire cela à l'état profond. Bien sûr, les partisans inconditionnels de la Russie ne changeront jamais. Ils continueront à dire que la seule chose que nous devons obtenir, c'est la défaite de la Russie parce que, vous savez, les Européens en particulier ont tellement investi dans l'Ukraine, que pour eux, voir une défaite, comme ils l'exprimeraient de l'Ukraine, est tout simplement intolérable, car cela ferait s'effondrer tout le projet. La maison s'écroulerait avec, cela ferait tout simplement tomber la maison. Ils ne peuvent tout simplement pas l'envisager.
Vous nous avez donc offert une analyse très pertinente de toutes ces pressions auxquelles l'administration Trump tente de faire face. La montée de centres de pouvoir alternatifs, son propre cadre de sécurité, les inquiétudes concernant la poursuite de l'hégémonie des centres financiers américains, qui est très fragile, comme vous venez de l'expliquer, ainsi que l'agitation à la base. Si vous pouviez nous en dire un peu plus sur la dimension européenne ici, puis j'aimerais passer à l'Asie de l'Ouest et conclure notre conversation. Wayne, beaucoup de gens spéculent sur la relation entre les États-Unis et l'Union européenne, ou l'Europe en général. Vous avez évoqué ces images simplistes que nous avons vues lors de cette rencontre avec le président Trump, où les dirigeants européens sont assis de manière obséquieuse devant leur suzerain. Nous avons également assisté à de nombreuses capitulations lors de l'accord sur les tarifs douaniers, avec l'Europe tentant d'obtenir quelque chose, faisant d'énormes concessions qu'elle ne pourra peut-être pas tenir. Beaucoup de gens spéculent, alors que nous assistons au déclin du monde unipolaire et à l'émergence d'un monde multipolaire. De nombreuses personnes en dehors du cercle occidental se demandent si l'Europe peut réellement jouer un rôle constructif dans l'émergence de ce monde multipolaire. Selon vous, quel sera l'avenir de la relation entre les États-Unis et l'Europe? Et en d'autres termes, quelle sera la relation entre l'Europe et le reste du monde, en dehors des États-Unis, à l'avenir? Eh bien, les dirigeants européens ont enchaîné erreur sur erreur. C'est une véritable litanie d'échecs qu'ils ont produite. Ils sont en désaccord avec la Chine. Ils ont accepté une dépendance totale envers les États-Unis. Ils ont accepté une sorte d'impôt de 5% sur tous leurs revenus dans le cadre du tribut de l'OTAN qu'ils versent à la capitale impériale à Washington. Et en même temps, ils ont renoncé à la sécurité énergétique, l'échangeant contre du gaz naturel liquéfié, très incertain, qui coûte beaucoup plus cher. Mais aussi, vous savez, l'industrie du fracking touche à sa fin, pas demain, mais elle a dépassé son apogée. Et ils ont accepté toutes sortes d'idées, comme le fait que leur industrie devrait déménager en Amérique, parce que ce n'est pas viable. En résumé, l'Europe ne peut pas se permettre de continuer ainsi. Littéralement. Je veux dire surtout dans un pays comme la Grande-Bretagne, mais aussi en France et en Allemagne. Les coûts de l'infrastructure des systèmes de santé publique, de l'éducation et de toutes les structures du filet de sécurité pour les personnes âgées ou pour les nouveaux arrivants sont bien supérieurs à leurs ressources. Et ils n'ont plus de marge de manœuvre pour emprunter davantage. Cela arrive rarement. Comme vous l'avez vu, la dernière première ministre au Royaume-Uni a été évincée du gouvernement. En réalité, c'est pas exactement comme on l'a présenté. C'était en partie à cause du fonds de pension qui avait mal géré la situation. Mais vous savez, il n'y avait plus de marge. Soudainement, il fallait trouver 40 milliards de livres. C'est la même chose aujourd'hui. Ils n'ont pas. C'est particulièrement vrai pour la Grande-Bretagne, pas forcément pour l'Allemagne. Et oui, mais l'Allemagne, c'est encore pire. Ne vous y trompez pas, c'est la même chose. En Allemagne, les petites entreprises ferment à un rythme alarmant. Le niveau de vie s'effondre réellement. La France est dans la même situation. Elle n'arrive pas à gérer son budget. Elle n'arrive pas à s'entendre pour négocier un résultat budgétaire. Et l'Europe traverse une véritable crise, à la fois économique et politique, car vous savez, la hausse des prix, l'inflation, la dysfonctionnalité font que les gens n'y arrivent plus. Ils vivent sur le fil. Tous les hôtels qui accueillent les élites sont pleins pour certains. Vous savez, si vous voulez payer plusieurs milliers d'euros la nuit, vous pouvez avoir une chambre dans ces hôtels. Et donc, si vous descendez un peu en gamme,
vous verrez que les autres hôtels ne sont pas du tout pleins. C'est même le contraire. Demandez autour de vous en France. Les restaurants sont à moitié vides. C'est pareil. Pas les restaurants d'élite, pas les grands établissements fréquentés par l'élite française, mais les restaurants ordinaires sont tout simplement hors de portée pour la plupart des Européens. Ils n'ont pas voyagé. Il n'y a pas, je veux dire, les vacances. J'ai vécu ici en Italie. Rome est vide, j'imagine. Vous savez, il fait chaud, et on le sait, mais il y a eu une forte baisse du tourisme et de l'activité. Tous les signes montrent que les choses ne vont pas bien. Mais le pire, c'est l'immigration en tant que problème, mais aussi le mépris total que la plupart des Européens éprouvent envers leurs élites, envers les oligarques. Ils les méprisent vraiment complètement. Et ils savent que les oligarques les méprisent aussi. Et chacun sait que l'autre le sait. Ainsi, les élites sont vraiment assez craintives. Elles ont peur. Vous savez, la seule chose qui les a unis, c'est d'agiter le drapeau ukrainien en disant « Nous ne pouvons permettre aucun débat. Nous ne pouvons permettre aux gens d'exprimer des opinions différentes à ce sujet. » Mais cela et Gaza ont vraiment créé d'énormes tensions. Et dans des pays comme la Grande-Bretagne, il y a une réelle inquiétude au sein du gouvernement, je le sais, qu'une explosion de violence est imminente. Ils sont au bord du précipice. Et ils pensent que la violence pourrait être instrumentalisée. Cela commencera probablement par un incident, comme une agression contre une jeune fille ou quelque chose du genre. Vous savez, une fillette de 12 ans a été agressée, et ça a déclenché la récente vague, quelque chose de ce type, un événement localisé. Mais ensuite, ça prendra de l'ampleur, deviendra incontrôlable, et finira par se retourner contre le gouvernement. C'est ce qu'ils entendent. Donc quand vous entendez Russie, menace russe, en réalité, ils utilisent la menace russe pour se préparer à un conflit interne, pour obtenir tous les pouvoirs et les moyens nécessaires afin de gérer un conflit interne, en disant que tout cela est une préparation à la guerre contre la Russie. Il est impensable que l'Europe entre en guerre avec la Russie. C'est absolument absurde d'en parler même. Voilà l'état de l'Europe. Ce qui va arriver à l'Europe, c'est qu'elle va entrer dans une récession très grave et un déclin, et je pense que vous verrez, enfin ça prendra différentes formes selon les endroits, mais il y a ce sentiment sous-jacent de violence qui est présent dans une grande partie de l'Europe. Pas seulement, enfin vous l'avez vu, et cela s'aggrave. Regardez simplement la Serbie aujourd'hui, au bord de la guerre civile. Et cela s'est aggravé parce que les élites européennes ont décidé de redoubler d'efforts. Elles pensaient pouvoir s'en sortir en se montrant dures. Donc aucune protestation n'est autorisée. Il n'y a aucune issue à cette situation. Et vous savez, ils utilisent une violence brutale contre les manifestants. Ils utilisent la loi, ils utilisent la force. Donc vous voyez quand vous... Enfin, regardez toutes les manifestations en Europe, vous les voyez face à des escouades, à des militaires. Je veux dire, ils sont tous en uniforme noir avec leurs armes, et tout ce qu'ils utilisent, on dirait une armée, pas une force de police qui gère ces manifestations. Et vous avez vu, ils ont été obligés d'arrêter près de 500 manifestants en vertu de la loi antiterroriste, simplement parce qu'ils avaient exprimé leur soutien à Palestine Action et aux manifestations contre les tueries à Gaza. Et vous savez, comment l'Europe réagit-elle? Où l'Europe va-t-elle aller avec tout cela? Le tableau est assez sombre. Voilà l'Europe pour vous. Je voudrais passer à l'Asie de l'Ouest. J'ai essentiellement 2 questions, donc selon le temps dont vous disposez, n'hésitez pas à répondre. Je vais bien. D'accord. Laissez-moi commencer par l'Iran. Je pense que la grande question que beaucoup de gens se posent est la suivante. Y aura-t-il une nouvelle guerre israélienne contre l'Iran?
J'ai suivi certaines de vos interventions, et cela m'a beaucoup aidé à comprendre la situation sur le terrain dans laquelle Israël a attaqué l'Iran. Si je pouvais demander une précision sur un point en particulier. D'après votre analyse, il me semble que la guerre qu'Israël a lancée contre l'Iran a impliqué beaucoup de tromperies, de renseignements et de planification clandestine, ce qui ne pourra pas être reproduit la prochaine fois. D'un autre côté, ils ont également réussi à entraîner les États-Unis, dont les mains ont été liées par les mégabases elles-mêmes. Il serait donc difficile de contraindre l'administration Trump à participer à une nouvelle guerre totale contre l'Iran, étant donné l'agitation qui règne au sein du méga-camp sur l'ensemble des questions que vous avez déjà évoquées plus tôt. Si tel est le cas, on pourrait en conclure qu'Israël n'oserait pas lancer une nouvelle guerre contre l'Iran dans un avenir proche. Mais d'un autre côté, vous avez également averti à plusieurs reprises que ce n'est pas la fin, qu'une autre guerre pourrait survenir. Pouvez-vous réconcilier ces deux positions, ou bien est-ce que je comprends mal ce que vous dites? Non, plus ou moins. Je veux dire, lorsque j'étais en Iran juste avant la guerre, je suis passé à la télévision iranienne et j'ai dit qu'ils allaient attaquer et qu'à mon avis, ce serait une tentative de décapitation. Je n'avais pas d'informations privilégiées. Je faisais simplement une analyse de la situation, si vous voulez. Et oui, ce que vous dites est juste, sauf sur un point. Il ne s'agissait pas d'entraîner Trump dans l'affaire. Il en faisait partie depuis des mois et avait participé à la planification. Le 13 juin a été soigneusement coordonné. Et la veille, parce que je connais des gens, quelqu'un est encore intervenu et a soutenu ce qu'il disait. Parce que vous savez ce que fait Trump? Il ne s'attend pas vraiment, il ne vous demande pas votre avis. Il vous appelle et dit, tu sais, ça va bien se passer, n'est-ce pas? C'est génial, non? Ça va pas super bien se passer. Et vous êtes censé répondre, oui, oui, vous n'en discutez pas. Vous dites juste, Et donc Trump disait, tu sais, ça va être énorme, ça va faire la une, ça va tout changer. Et Israël va gagner, n'est-ce pas? Ils vont gagner. Et ça va être génial. Ça va être, tu sais, ça va être l'histoire de l'année. Et ces Israéliens, ils sont tellement formidables. C'est ce qu'il disait. Je veux dire, c'était clair, il était dedans, il avait été impliqué, il savait que ça allait arriver. Et on lui avait promis que le 13 juin, la maison de cartes iranienne s'effondrerait. C'était, vous savez, un changement de régime. Enfin, pas vraiment un changement de régime, mais un effondrement de l'État. C'est ce qu'il visait. Transformer la situation en une sorte de Syrie, avec tout le monde qui se déchire, s'attaque et s'entretue. Et c'est ce qu'on attendait d'eux. C'est pour cela qu'il y a eu l'attaque de décapitation. Et oui, ce que vous dites est juste. Il y a eu beaucoup de tromperies parce que les avions israéliens ne survolaient pas la zone. Et toutes leurs affirmations, « Ah, l'espace aérien ouvert, ils sont incroyablement vulnérables, incroyablement fragiles. » C'était du pipeau. Ce n'était pas vrai. Mais n'allons pas trop loin dans les détails. Je peux le faire si vous le souhaitez, mais ce n'était pas comme ça, car ce qui vous intéresse, c'est la suite. Eh bien, ce qui s'est passé est à l'opposé de ce que Trump et Netanyahou espéraient le 13 juin. Au lieu de cela, nous avons assisté à une incroyable démonstration d'unité du peuple iranien, en particulier des jeunes que l'Occident a toujours imaginés, parce qu'ils utilisent des smartphones comme étant d'une certaine manière pro-occidentaux. Cette idée que l'utilisation d'un smartphone suggère que l'on souhaite être occidental. Et il y a vraiment une extraordinaire résurgence d'un sentiment d'identité chiite et d'identité nationale iranienne. Et l'identité chiite est une force très puissante, comme vous le savez probablement, car il y a toujours une certaine passion, beaucoup plus que ce que l'on pourrait trouver dans d'autres circonstances. Mais il y a une passion, et
Cette passion se manifeste aujourd'hui. But there's a passion, and that passion is now showing. And I'm told, and I hear, On me dit, et j'entends, car ça fait maintenant quelques semaines que j'y suis allé, mais on me dit que les choses changent vraiment très vite. Le soutien au guide suprême était, enfin, c'est, vous savez, une superstar. Il est iconique. Tout le monde l'admire, l'aime. Et donc, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, même avant que cela n'arrive, les Israéliens disaient toujours aux Américains, écoutez, le JCPOA, l'accord nucléaire, d'accord, c'est bien, mais ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution parce que nous connaissons les Iraniens. Ce sont des gens très intelligents, ils maîtrisent la technologie, ils recommenceront simplement. Et donc, même si vous détruisez, ce qu'ils n'ont pas fait, tous ces sites, Fordo, Ispahan, puis Natanz, Isfahan and Nantas. Like, even if you do that, it's même si vous faites cela, ce n'est pas suffisant. only way. La seule façon de garantir que l'Iran n'obtiendra jamais la bombe, c'est de changer le gouvernement, de briser l'État, de provoquer l'effondrement de l'État. Et alors, cela n'arrivera pas parce qu'on aura une palabre. Je veux dire, le fils du Shah viendra et servira en quelque sorte de représentant pour l'Occident. Je veux dire, rien de tout cela. Je veux dire, tout cela relève du fantasme. Soyons francs, tout cela est une illusion. Pensez qu'ils croient que, vous savez que l'Iran, ils ont été tellement enthousiasmés par l'idée de décapitation après ce qui est arrivé au Hezbollah. Je veux dire, les Israéliens n'ont-ils pas été si malins? Ils ont tué le Hezbollah et ils ont tué la direction. On va faire pareil au Yémen, et puis ça n'a pas marché. Going to do that in Yemen, and then it didn't work. And now we're going to do this in Iran, and it had the opposite. Et maintenant, ils vont faire cela en Iran. Et cela a eu l'effet inverse. They are still aiming. Mais oui, ils cherchent toujours à faire s'effondrer l'État et à opposer les Azéris aux Kurdes, aux Baloutches, et tout le monde sera, vous savez, ce sera comme le terrible et triste chaos dans lequel se trouve la Syrie en ce moment. Donc la pression est exercée pour affaiblir l'Iran. Je pense que, comme Trump s'est en quelque sorte, peut-être pour des raisons intérieures, détourné d'une solution militaire, d'une implication militaire américaine en Ukraine, il se concentre maintenant sur la pression exercée sur l'Iran tout autour de sa périphérie, depuis l'Azerbaïdjan, le Caucase, en passant par la Syrie, l'Irak. Donc toute la région est concernée et se trouve dans un grand état d'instabilité. And it is in a great state of instability. Lebanon may at any time devolve into Le Liban peut à tout moment sombrer dans la guerre civile. unspeakable mess. La Syrie est dans un chaos indescriptible. Donc la situation n'est pas bonne. It's not going Et Israël est surmené. Il est tout simplement en furie. Il va se déchaîner à Gaza. Il va se déchaîner en Cisjordanie. Et les tensions à l'intérieur d'Israël sont énormes. Je dirais simplement, si certains de vos téléspectateurs sont intéressés, car comme je l'ai dit, nous avons une publication qui s'appelle Conflicts Forum Substantive. Mais dedans, nous avons toute une série. C'est en fait ma femme qui s'occupe de cette partie, et elle consulte la presse hébraïque pour examiner les tensions que l'on ne voit pas, car la presse anglophone ne les relaie pas dans ses canaux et dans ses articles. you don't see because in the English press they're not brought out in the channels and in the press. So we look at that as well as Nous examinons donc cela, ainsi que ce qui se passe dans la région, probablement environ une fois par semaine. but if you're interested, Mais si vous vous intéressez à l'Asie de l'Ouest, il est vraiment frappant de voir ce qui se passe à l'intérieur d'Israël. Le pays est en train de se désagréger. Il se décompose. Je veux dire, ils sont vraiment les uns contre les autres, d'une manière extraordinaire. Le langage que l'on voit du côté hébreu est très différent. Ils le perçoivent. Mais il y a aussi ce sentiment de se demander, vers quoi tout cela mène-t-il? Quel est l'avenir d'Israël? Vont-ils simplement continuer ainsi? Est-ce juste une machine à tuer? Est-ce ainsi qu'ils envisagent l'avenir? is it just to be a killing machine? Is this how they see the future? That is, they already accept that it's impossible for them to assimilate or live beside anybody else who isn't Jewish. Okay. À côté de toute autre personne qui n'est pas juive. D'accord, mais qu'est-ce que cela signifie? Vous allez tuer 7 millions de Palestiniens? Vous allez tuer 7 millions de personnes? Je veux dire, où tout cela mène-t-il?
Et personne n'a de réponse à cette question. Je veux dire, ni d'un côté ni de l'autre. Et donc, quand on regarde Israël, on voit vraiment deux États. Je disais autrefois qu'il y aurait le royaume de Judée et l'État d'Israël. L'État d'Israël, c'est essentiellement les Ashkénazes, les Israéliens libéraux, européanisés, venus chercher la sécurité depuis l'Europe. Et puis de l'autre côté, il y a les Mizrahim, avec une vision beaucoup plus messianique, talmudique d'Israël, avec, vous savez, la loi halakhique, avec le nettoyage ethnique. Et c'est un compromis très instable entre les deux camps. Très rapidement, quel est selon vous le lien entre Netanyahou et Trump? Qui dicte la relation? C'est la question sans réponse. Tout le monde veut connaître la réponse. Ce que l'on peut dire, c'est que Trump est clairement piégé. Et un officier du renseignement israélien qui était autrefois très impliqué dans ces affaires refuse de s'exprimer, mais il suggère que le problème pour Trump est probablement qu'il ne sait pas ce qu'Israël détient contre lui. Et c'est pire que de savoir ce qu'ils ont sur lui, parce que, vous savez, toutes les connexions, je veux dire, ce n'est pas Epstein, on parle de Murdoch, on parle de Maxwell, on parle de l'ampleur de toute la saga du conflit iranien. Toutes ces choses sont devenues, en quelque sorte, profondément liées et entremêlées. Et le problème, c'est que si l'on tire sur un fil dans une partie de cette matrice complexe, cela commence à en dévoiler d'autres, que ce soit dans les Antilles britanniques et les îles avoisinantes, au centre du blanchiment d'argent de la CIA ou autre chose, ou bien ce qui se passe avec les grands contrats d'armement et la manière dont l'argent était dissimulé pour que des incitations puissent être versées à des personnes pour obtenir des contrats, etc. Toutes ces choses deviennent assez compliquées. Alors, qui exactement? Je veux dire, je ne pense pas que ce soit Netanyahou. Je pense que c'est à un niveau au-dessus de Netanyahou, que ce soit ce vieux cercle d'oligarques et d'ultra-riches qui gravitaient autrefois autour de... Enfin, vous savez, c'est une histoire qui remonte à très 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 longtemps, cette structure new-yorkaise essentiellement, mais entre une sorte d'ultra-riches dont beaucoup veulent gérer la politique ou agir dans l'intérêt d'Israël. Les politiciens arrivistes, les grands politiciens, d'autres gros donateurs aux intérêts multinationaux, les services de renseignement et les éléments du crime organisé qui étaient impliqués. Comme vous le savez, les mafias italiennes de Sicile sont parties à New York il y a de nombreuses années. À l'époque, Mussolini a payé l'Église, le Vatican, pour arrêter les gangs. Et ensuite, ils ont été appelés. Enfin, ils sont partis là-bas. Il y a donc eu une sorte de lien. Donc, si vous voulez faire des affaires immobilières à New York ou à Las Vegas, vous savez avec qui devez-vous traiter. Vous devez traiter avec ces personnes qui contrôlent ce genre d'industrie, disons. Nous allons nous arrêter là pour l'instant, ambassadeur Alistair Crooke. Merci beaucoup pour votre temps et votre analyse éclairante. Pour nos téléspectateurs, n'hésitez pas à consulter le Substack Conflict Forum d'Alistair Crooke. C'est vraiment instructif en matière de géopolitique. Merci encore à l'ambassadeur Alistair Crooke. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Depuis 2 ans, nous essayons de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous appréciez notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Merci d'envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Si vous ne pouvez pas le faire, ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Finally, don't forget to hit the subscribe button.